Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la tribune des femmes leaders et nous recevons euh, Madame Sophie Lebeau. Alors, Sophie Lebeau est une lauréate du prix du leadership d'excellence au féminin 2020 Empowering Women International. Alors, cette femme va nous expliquer aujourd'hui qu'à travers des initiatives, on peut contribuer de façon sociale et transiter vers l'humanitaire. Alors, Sophie, présentez-vous. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Sophie Lebeau, je vais avoir 40 ans cette année. Je suis maman célibataire d'une jeune fille de 13 ans, Jade. Et après un parcours de plus de 15 ans en tant qu'éducatrice dans le social sur Charleroi et dans le culturel aussi, j'ai eu des graves problèmes de santé qui m'ont obligée à me réorienter professionnellement. Et donc voilà, je suis en troisième année de bac assistante sociale et je compte l'année prochaine entamer un master en ingénierie et action sociale. Waouh, 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 quel réveil! Alors, comment êtes-vous arrivé finalement à suivre ces études? Ben, j'ai eu une vie, un début de vie parfois un peu compliqué. Voilà, j'ai pas toujours été soutenue par mes parents qui vivaient des difficultés aussi de leur côté. Et donc, j'ai à un moment abandonné enfin, j'ai fini mes humanités, mais j'ai pas été plus loin. Et ça a toujours été un peu un regret de pas avoir fait d'études plus poussées. Et voilà, dans la douleur, puisque j'ai une maladie orpheline, voilà, qui me détériore les poumons. Donc, j'ai dû arrêter mon métier que j'aimais beaucoup, mais quelque part, c'est un peu comme si la vie m'avait donné la chance de reprendre des études et donc de réaliser un rêve que j'avais. Et donc voilà, c'est Mais positif alors, pour vous moi en tout allez, cas. tout à fait, vous allez nous parler de votre rêve. Oui, mais donc mon rêve, c'est effectivement de pouvoir, d'une part, me former, acquérir des outils et de pouvoir les mettre au service des autres, bien sûr. Et mon objectif ultime, c'est de pouvoir soit rejoindre un projet, soit créer mon propre projet en Afrique. Euh, Ici, ben, j'ai déjà fait un stage au Sénégal et peut-être là-bas parce que j'ai des contacts et que voilà, je suis un peu tombée amoureuse de ce pays. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller là-bas et de pouvoir pas arriver en tant qu'Européenne et leur dire, voilà, je sais, c'est moi l'expert, mais plutôt mettre mes compétences à leur service et aller chercher leurs compétences à eux aussi. Je pense que les personnes qui vivent des situations sont expertes de leur vie et de leur vécu. Et donc, je pense que simplement en les aidant à tirer leur potentialité, en les aidant à les organiser, à faire des choses et à les embellir quelque part, à les montrer, eh bien, on peut arriver à de grandes choses. Donc, l'idée, c'est de collaborer et de les aider à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Oui, alors lors de notre entretien, vous m'avez parlé de ce réveil finalement dû à votre maladie qui vous a amené à penser de cette façon, mais vous m'avez aussi expliqué qu'au niveau familial, vous fonctionnez déjà un peu en tribu. Oui, c'est vrai que ben voilà, je viens d'une famille qui a des origines italiennes du côté de mon papa. Et de ma maman, non, mais on a toujours grandi généralement dans les mêmes coins, les mêmes villages, et donc on avait un peu l'habitude, étant enfant, de partir à vélo ou à pied la journée, d'aller chez un oncle, voir les cousins ou chez la grand-mère, et on passe par les portes de derrière, on rentre. Et donc c'est vrai que j'ai grandi dans une famille, et du côté de ma maman, c'est un peu la même chose, où la vie collective est très très importante et la vie familiale aussi. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé en Afrique. C'est ce côté collectif et individuel, pardon, et pas du tout individuel qu'on trouve ici en Europe et qui, moi, ne me correspond pas, en tout cas, ce que je vis parfois avec certaines personnes. Voilà, j'aime beaucoup la vision en Afrique. C'est différent. Et qu'est-ce qui, l'Afrique est venue comment? Parce que quand on vous entend, vous avez plutôt un côté italien et pas Oui. du tout africain. Vous vivez du côté de Charleroi. Donc, qu'est-ce qui a fait qui, ce déclic finalement parce que je suis toujours curieuse de connaître quelle est la vision des personnes, quel est le sentiment des personnes qui se tournent vers l'Afrique, pourquoi, qu'est-ce qui vous a charmé, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller sur le continent africain? Mais il y a trois choses. La première raison, ben, c'est ma cousine. J'ai une cousine qui a des origines congolaises, enfin qui est d'origine congolaise, même pas des origines, elle est d'origine congolaise.
J'ai grandi avec elle. Et c'est vrai que de par ses origines, ça m'a toujours intéressée, j'ai toujours eu envie de connaître justement là d'où elle venait et m'y intéresser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde, mais pas tellement découvrir le monde, les paysages, je crois que c'est intéressant, mais plus de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres façons de vivre, de faire des rencontres. Et voilà, et je me suis dit pourquoi pas commencer par l'Afrique. Et puis il y a aussi quand même l'histoire des colonies, parce que je viens d'un pays européen qui a colonisé le Congo, mais je viens d'une culture, enfin d'un continent de colonisateurs quelque part, et on nous en parle pas à l'école. Enfin, moi j'ai fait dans mes cours d'histoire, jamais on a évoqué les colonies, et donc je trouvais ça un peu bizarre parce que je voyais des choses là-dessus à la télé, donc je m'y suis intéressée un peu plus. Et là, j'ai vu les atrocités qu'on a pu aller commettre dans les pays africains, mais d'une part sous prétexte d'aller civiliser les pauvres petits sauvages, leur montrer le chemin. Déjà, bon, ben voilà, les tribus, les populations avaient des manières de vivre et des manières de fonctionner qui leur convenaient bien, dans lesquelles ils étaient en équilibre. Donc déjà, on a été déstabilisé tout ça, enfin, nos ancêtres en tout cas. Et puis, euh, et puis, il y a aussi le côté où on est allé clairement pour les richesses, on est allé piller l'Afrique. Et donc, c'est vrai que ça m'a permis, en tout cas, de m'intéresser plus à l'Afrique. Et puis de me dire, voilà, et quand on est parti, eh bien, la décolonisation a encore été pire, puisqu'on est allé quelque part foutre le grain en Afrique. Et puis après, on est parti et on a laissé des pays totalement déstabilisés, qui avaient été complètement retournés, complètement ouais, déséquilibrés, et on les a laissés se débrouiller. Et je crois que les situations dans lesquelles certains pays sont aujourd'hui sont en grande partie la conséquence de la colonisation. Donc c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup tout ce passé-là et le passé qu'on a en commun quelque part, même si jamais il n'est pas très glorieux. Et donc voilà, et donc c'est aussi quelque part pour moi, je ne vais pas dire réparer parce qu'effectivement, moi je ne suis pas coupable de ce qui a été fait avant, mais en tout cas, aller là-bas et voir comment est-ce qu'on peut faire autrement. Bien, bien, bien. C'est vrai, vous avez raison, vous n'êtes pas coupable. Et comme je le dis souvent, voilà, nos ancêtres ont suivi, vos ancêtres ont fait. Et aujourd'hui, nous devons tous avancer afin de... c'est pas réparer les choses, c'est juste développer, s'améliorer, aller vers Construire, l'efficience, j'ai envie de dire. voilà, construire ensemble. Ouais. Et malgré l'actualité qui se passe aujourd'hui, même si le côté du racisme qui peut faire joint avec la colonisation, même si ce sont deux choses tout à fait et totalement différentes, on doit garder à l'esprit qu'il y a toujours des Européens, qu'il y a toujours des peaux blanches qui sont investis avec leur cœur, qui ont des initiatives, qui apportent leur contribution sociale ou humanitaire. Alors, c'est bien, j'ai entendu que dans votre parcours, ben, vous avez eu une scolarité tout à fait normale jusqu'au bac et que voilà, malheureusement, la situation familiale dans laquelle vous viviez ne vous a pas, euh, en tout cas à ce moment-là, ne vous a pas donné la chance de faire ce parcours d'études dont vous rêviez. Mais aujourd'hui, vous êtes revenu, mais aujourd'hui, à 40 ans, mère d'une enfant, entreprendre, aller au Sénégal, comment vous faites tout ça? Parce que bon, déjà être maman juste ici en Europe, c'est compliqué. Je sais de quoi je parle. Mais Ouais. alors, embarquer son enfant, partir, il faut que vous nous expliquiez comment vous faites, comment vous gérez les choses. Mais au départ, moi, je veux dire, c'est un projet que je nourrissais et donc je voulais y aller. Et donc, au départ, bon, ma fille a 13 ans, donc on ne parle pas non plus d'un enfant en bas âge, on est déjà vers une jeune adolescente, donc c'est déjà autre chose. Et je lui avais proposé de voir si elle voulait venir avec ou si elle voulait rester ici chez quelqu'un pendant 4 mois. Donc c'était compliqué pour elle parce qu'à cet âge-là, 4 mois sans les copines, maman, mais tu te rends pas compte. Donc je dis ok, mais alors reste ici chez un oncle et une tante et tu vas à l'école et puis 4 mois sans moi. Et là, c'était pas possible non plus pour elle d'envisager 4 mois sans moi.
elle a perdu son papa étant très jeune et donc on a vraiment une relation qui est assez fusionnelle toutes les deux. Et donc voilà, je lui ai dit, ok, mais alors tu viens, moi je ne vais pas abandonner mon projet, donc c'est soit tu viens, soit tu viens pas. Donc elle est venue, au début c'était compliqué parce qu'elle avait un peu beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Puis plus on se rapprochait de la date de départ, mais plus elle était impatiente quelque part parce qu'elle se rendait compte qu'elle allait vivre quelque chose d'exceptionnel, découvrir d'autres choses. Et puis quand on est arrivé là-bas, ben, très vite, on a été accueillis par... donc on a un ami qui est sénégalais ici à Marcinelle et qui est éducateur à la maison des jeunes, donc Jade le connaît bien. Et lui nous a envoyés sur Dakar dans sa famille, donc c'est son papa qui nous a accueillis avec son frère et son papa a mis son chauffeur Hamza à notre service. Et donc, on a pu découvrir vraiment la région de Dakar pendant une semaine, mais pas le côté touristique, vraiment le côté local. On a découvert des coins magnifiques. Et puis, Hamza a trois enfants, donc tous les jours, avec sa femme, il nous invitait à manger. Et donc, très vite, on a été plongé dans la culture sénégalaise qui est très, très accueillante. Et Jade a très vite accroché. Et au bout de 15 jours, eh ben, elle ne voulait plus revenir en Belgique, elle. Et donc voilà, puis je pense qu'elle s'est très vite faite au mode de vie qui est un peu ce que nous on a vécu quand on était enfant. On était tout le temps dehors dans les rues, enfin il n'y avait pas encore eu l'affaire du trou, donc les parents avaient moins peur, donc on se promenait librement. Mais là-bas c'est un peu la même chose, les enfants sont tout le temps dehors, ils jouent ensemble et elle a adoré ce mode de vie. Et alors ce qui était chouette, c'est que elle allait à l'école, moi j'allais sur mon lieu de stage, et donc c'est comme si on vivait ici en Belgique, sauf que ben, c'était là-bas, mais on avait le même rythme de vie qu'en Belgique, donc ça s'est très très bien passé. Et au niveau de la communication pour le reste de la famille, parce que bon, voilà, vous avez une famille, une grande famille, j'entends. Quel a été finalement le regard de votre famille? Quel est aussi le regard dans toutes vos initiatives? Parce que quelque part, vous sortez un lapin de votre chapeau Ouais. auquel personne ne s'attendait. Et quel est le regard des vôtres? Ça dépend, il y a des personnes qui me soutiennent beaucoup et qui sont très très heureuses pour nous. Je pense notamment à ma cousine Emmeline, qui elle a été au Sénégal aussi en voyage de réto et donc qui était super heureuse pour nous qu'on puisse faire cette aventure. Mon papa qui m'a énormément soutenue. Certaines personnes se sont inquiétées pour nous, ben voilà, en disant voilà, faites bien attention, mais étaient aussi enthousiastes pour nous. Et puis ben, certaines personnes, ben voilà, deux, trois personnes m'ont quand même dit oui, mais bon, quand même à ton âge, ou est-ce que réellement, tu vois, tu te mets pas en danger, tu n'es pas ta fille, est-ce que c'est sérieux? Et puis voilà, mais bon. Après, mais la majorité des membres de la famille étaient enthousiastes et nous ont soutenus dans le projet, donc ça c'était bien. Et comment est la communication? Parce que vous avez travaillé dans le social ici Mhm. en Belgique et vous vous retrouvez en terre inconnue, dans une communauté avec une culture totalement à l'opposé de la vôtre, si ce n'est que vivre en tribu est quelque chose que vous connaissiez déjà. Oui. Tout ce qui est culinaire, c'est différent, le palais est différent, il n'y a pas de moules frites, il n'y a pas de choucroute. Donc, comment vous vivez finalement cette communication? Alors, la communication, j'entends par communication, mais communiquer déjà avec les locaux, mais la communication en général, parce que le savoir-faire, le savoir-être, sont différents par rapport à ce que vous avez appris. Alors, comment vous avez englobé tout ça pour finalement vous trouver une voie? Oui. Mais la première étape, ça a été de beaucoup observer. On est arrivé là-bas, bon, déjà on a été immergé avec deux familles en fait sénégalaises et donc on a beaucoup posé de questions, on a beaucoup écouté, beaucoup absorbé. Bon, l'avantage c'est qu'au Sénégal, ben, la plupart des gens parlent français puisque l'école se fait en français. C'est le français et le Wolof principalement, mais voilà. Et donc les locaux nous comprenaient, on les comprenait, et puis ben, petit à petit, ils nous apprenaient aussi des mots en Wolof, donc ça c'était sympa. Et donc c'est vrai qu'au départ, on a beaucoup observé, même en arrivant, je veux dire simplement, les odeurs sont différentes, les bruits sont différents, enfin, effectivement, tout est différent. Donc il a fallu quelques jours d'adaptation, mais très vite ça s'est bien passé, et je pense que être humble, être vraiment, enfin, moi j'étais en tout cas vraiment dans une envie de partage et de comprendre et d'aller vers l'autre et d'aller vers la culture. Après, parfois, on a eu un peu de mal, c'est vrai, avec les plats fort épicés, parce que nous, ici, en tant qu'Européens, on mange du tout ou presque pas épicé. Donc là, c'est vrai que
Il y a des fois où mon palais a beaucoup brûlé. J'ai sué des gouttes, j'étais très très rouge. Et puis après, bon, ben voilà, ça n'a pas toujours été facile. Mais généralement, quand on était invité à manger, ben, par exemple chez Hamza et Abby, sa femme, il nous faisait un plat sur le côté moins épicé. Idem avec Fama, quand elle nous préparait un plat, elle faisait des choses moins épicées pour que, voilà, pour que ce soit pas trop pour nous. Après, moins épicé, c'était quand même épicé, mais ça allait, c'était supportable. Puis on s'est habitué, quoi. Je veux dire, au début, c'était compliqué, puis à force, je crois que le palais se fait. Alors, Sophie, l'entrepreneuriat, c'est quand même le temps des vaches maigres, hein, quand on débute un projet. Voilà, Mhm. c'est une difficulté. On entend que finalement, vous êtes arrivé dans le social et l'humanitaire par la difficulté de votre propre parcours. Ça, en tout cas, ça a été un réveil, c'est quelque chose qui a fait écho en vous. Et quand on a déjà vécu la difficulté, alors quand je parle de la difficulté, je parle de ces difficultés peut-être financières. Ça, on n'en a pas parlé, ça ne me regarde pas, mais ces difficultés peut-être financières, parce que de toute façon, dans l'entrepreneuriat, vous devez y être confronté, vous y avez été déjà confronté. Je parle de ces difficultés au niveau affectif, parce que se détacher, ben, c'est l'affectif qui en prend un coup. C'est quand même une perte de repères, même si on retrouve des repères sur place. Mais quand on est déjà passé par des choses dures, comment euh, on se on se motive à repartir sur un chemin qu'on sait très dur, un chemin finalement qui est rempli d'incertitudes. Et vous avez un enfant sur le dos et où à un moment donné, ben voilà, il faudra qu'elle fasse ses choix au niveau de la scolarité aussi. Il faudra peut-être que vous remettiez vos projets de côté ou pas, ou vous pourrez goupiller les deux. Ben, j'ai envie que vous m'expliquiez comment tout ça, vous l'avez vu, parce que je suppose que vous avez une vision à long terme et non à court terme. Donc voilà, si on parle à long terme, comment m'expliquez-vous votre procédé? On peut partir alors du départ j'ai envie de dire ma renaissance, mais voilà, c'est le moment où j'ai eu mes problèmes de santé, où j'ai failli mourir et où à ce moment-là tout est remis en perspective. Enfin, j'étais tout le temps en train de courir le boulot, j'étais tout le temps stressée, j'étais tout le temps occupée à plein de choses. Et au final, je passais à côté de l'essentiel. Ma fille, moi, ma vie, mes projets, enfin voilà, me réaliser. Et donc c'est vrai que quand j'ai failli mourir, ben, j'ai remis en perspective tout ça et j'ai décidé de me concentrer sur ce qui était essentiel pour moi, sur ma famille, sur mes projets, sur voilà comment avancer. Donc c'est important pour moi aussi de montrer à ma fille qu'il est important de se réaliser, qu'il est important de se battre pour construire. Enfin voilà, quand on a un rêve, quand on a un projet, on ne va pas claquer les doigts et il arrive. Il faut se donner les moyens, il faut construire jour après jour, pas après pas, échelle après échelle, échelon après échelon. Et donc, c'est ça que je veux apprendre aussi à ma fille, c'est à se battre et à se réaliser. C'est important pour moi d'être un exemple pour ma fille. Et puis, ben voilà, ma vision à long terme, enfin, en tout cas à moyen terme, c'est quand j'ai fini mes études, c'est de pouvoir trouver euh, un projet ou un lieu, je ne sais pas encore, voilà, mais en tout cas de repartir au Sénégal sans doute, et de pouvoir là-bas ben, construire un projet ou construire en tout cas mon projet de vie là-bas. Et avec Jade, on verra. Je sais qu'elle a beaucoup accroché là-bas. Elle a comme projet de devenir pédiatre. Donc, elle pourrait travailler là-bas aussi si jamais vraiment elle accroche. Et donc, tout est possible. Après, voilà, si à un moment elle ne veut pas y aller, ben, peut-être que je le remettrai entre parenthèses et attendrai qu'elle soit plus autonome pour partir. Mais bon, elle aura déjà 15 ans quand je vais finir mes études. Donc, le temps jusqu'à l'autonomie va être moins long que si jamais elle en avait 3. Et donc, voilà, mais je pense, en tout cas, j'espère en tout cas pouvoir l'entraîner avec moi dans mon projet, oui. Mais je l'obligerai pas. Je l'obligerai pas si elle veut pas. Alors, dans chaque femme que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger dans le domaine du leadership, de l'entrepreneuriat, il y a toujours une histoire, un passé qui est lourd, une blessure qui fait qu'on arrive à développer un projet, qui fait qu'on arrive à se lever. Et vous, aujourd'hui,
euh, en tant que femme, parce que on dit oui, c'est peut-être la crise de la quarantaine, elle a envie de faire ce genre de choses, mais euh, je pense qu'en prenant en reprenant des études, c'est plus qu'une crise de la quarantaine. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une nécessité pour vous donc, parce que quand on voit votre parcours, c'est la scolarité, vous passez dans un travail qui vous plaît plus ou moins, vous devenez maman, finalement, à un moment donné, veuve et votre fille orpheline. C'est quand même lourd à vivre, il faut s'en remettre, il faut travailler sur soi-même. La communication n'est pas facile, l'entourage ne comprend pas toujours les choix, les réactions. Il faut être dans sa bulle et être assez forte pour s'affirmer. Aujourd'hui, j'entends bien que reprendre des études et pour vous c'était nécessaire parce que c'est ce que vous vouliez faire. Mais vous sentez ce besoin réel de vous affirmer en tant que femme, au-delà d'être mère ou au-delà d'être la fille de ou la copine ou la femme ou voilà. Vous ressentez vraiment ce besoin d'exister par Oui, vous-même. c'est ça. Mais effectivement, voilà, j'ai subi, parce que enfin, voilà, si je devais raconter toute mon histoire, on pourrait presque faire un livre, voire deux. J'ai vécu la violence sexuelle des hommes, enfin d'un homme en tout cas. J'ai vécu la violence de deux hommes, la violence physique, la violence psychologique, euh, dont un qui est allé jusqu'à gravir tous les échelons de la violence. Et le dernier échelon, c'est le meurtre, le suicide, et qui a fini par mettre fin à ses jours. Donc, enfin, voilà, j'ai connu pas mal de choses. Et effectivement, on vit dans une société patriarcale où encore aujourd'hui, une femme enfin voilà, on sait qu'une femme aujourd'hui, même encore en Belgique, même si dans les lois c'est plus ou moins l'égalité, on sait qu'une femme dans certains métiers gagne moins qu'un homme pour un poste égal et un temps de travail égal. On sait Mhm, que enfin, il y a plein de choses, que les femmes vont moins facilement accéder à des postes à responsabilité que les hommes. Il y a aussi les rôles genrés. On attend de l'homme qu'il soit fort, que ce soit lui qui prenne les choses en main, qu'il soit aventureux, qu'il réalise des choses, alors que la femme est plutôt cantonnée à un rôle d'hôtesse de maison, de cuisinière, de nounou des enfants. Enfin, et il y a des choses qu'on attend. Et moi, c'est quelque chose qui me révolte et contre lequel je m'indigne depuis très très longtemps. Et quelque part, j'ai envie de casser ces codes, j'ai envie de montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit d'avoir une voix, qu'on n'a pas le droit de réaliser des choses, qu'on n'a pas le droit qu'on peut aussi être aventureuse, entreprendre et réaliser d'autres choses que d'être à la maison à s'occuper des enfants et se contenter d'un petit boulot, même s'il n'y a pas de saut métier, mais voilà, se contenter de ce qu'on veut bien nous donner parce qu'on est une femme. Et ben voilà, et je pense que la société patriarcale, elle est ici en Belgique, mais qu'elle est aussi en Afrique. Elle est un peu partout. Il y a très très peu de sociétés matriarcales sur cette terre. Enfin, il y a quelques petites tribus qui sont matriarcales, mais c'est vraiment très très minoritaire. Et tout ça va de pair avec le capitalisme et avec le racisme, parce que la dominance du capital sur l'humain, c'est aussi la dominance des hommes sur les femmes, et c'est aussi la dominance de la race blanche sur les autres races. Et donc, on est vraiment dans un jeu et tout ça sert le capital et les intérêts des plus riches. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. du tout, vous avez totalement raison. Et pour reprendre votre côté, en tout cas, euh, la partie où vous parlez de racisme, euh, ici on va vous dire, je vais vous dire que vous êtes dans votre pays, donc vous avez la force devant vous et avec vous de par votre couleur. Mais comment vous vous êtes senti au Sénégal, même si en général on accueille toujours les Européens très bien, mais à un moment donné, quand on est vraiment dedans, quand on est en train de travailler avec eux, comment est-ce qu'on se sent? Moi, je me suis sentie très bien. Je me suis sentie à ma place. Je me suis sentie accueillie et ça, c'était très, très important pour moi. On a pu échanger pas mal. Après, à certains moments dans le travail que j'ai fait au niveau de la maison, de la mise en place de la maison de jeunes et de l'endroit où j'étais, j'ai ressenti parfois comme si jamais je ne comprenais pas.
le fait d'avoir une culture différente, que je comprenais peut-être pas les subtilités de la culture, mais ce qui est normal. Enfin, en 4 mois, on peut pas tout comprendre d'un mode de fonctionnement d'une culture qui est quand même très traditionnelle au niveau du Sénégal. Il y a beaucoup de tabous parfois aussi, il faut le dire, par rapport à certaines choses pour les jeunes. Enfin voilà, il y a des choses qui sont compliquées. Mais voilà, moi je me suis sentie très à ma place. Juste quand il y a eu le coronavirus, qu'on a commencé à en parler plus dans le courant du mois de mars, là j'ai senti plus de méfiance à mon égard. Parce que je pense que ben, forcément les cas qui sont arrivés au Sénégal étaient des cas importés par des Européens et donc forcément j'étais perçue comme une menace. Mais je n'ai jamais senti d'agressivité à mon égard, jamais de défiance, enfin, voilà, de violence. Ouais. Et pour rebondir un peu sur l'actualité qu'on traverse aujourd'hui, en tout cas que on ne peut pas dire qu'il n'y a que les Africains, parce que finalement c'est Africain contre l'Occident. Euh, Quelle est votre vision de l'affaire George Floyd? Mais là, après, on est encore dans une culture qui est différente, puisque la culture américaine n'est pas celle de l'Europe, ou en tout cas pas celle des pays occidentaux de l'Europe, puisque voilà, en Belgique, en France encore parfois, mais ben, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, bien qu'il y ait des débordements et qu'on ne peut pas dire que la police soit toujours toute blanche, mais il n'y a pas l'autorisation du port d'armes, le deuxième amendement aux États-Unis, on n'a pas Trump à la tête de nos États, donc le contexte n'est pas forcément le même, mais il y a une impunité, en tout cas au niveau de la police, et c'est pas le premier cas qui fait que la personne qui a assassiné cet homme avait déjà eu plusieurs avertissements, il avait déjà eu des comportements, et effectivement, je trouve que c'est injustifiable qu'on puisse faire ça, et donc là, je pense que c'est pas un problème juste d'une personne personnelle, je pense que c'est vraiment un problème du fonctionnement de la société en général. La société américaine, pour moi, dysfonctionne entre le racisme, le port d'armes, les lobbies, les républicains contre les démocrates. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, quand on a vu Obama qui essayait de mettre en place l'Obamacare et qu'il y avait de l'autre côté les républicains qui freinaient tout et qui empêchaient la mise en place de ce système de santé pour aider les plus précarisés. Enfin voilà, on est vraiment dans une société qui est divisée et qui est dangereuse à mon sens. Et pour moi, voilà, le gars qui est à leur tête aujourd'hui voilà, quelqu'un qui a des problèmes à régler et qui ne devrait pas être là où il est. Pour pas devenir désagréable. Voilà, de toute façon, c'est pas le débat, c'était un peu avoir une vision de quelqu'un qui vit avec le peuple africain, si je peux m'exprimer ainsi, qui a envie de développer. Donc vous avez quelque part votre cœur qui est en Afrique. Voilà. Euh, pour quelles sont les qualités, selon vous, qu'il faut avoir pour développer le leadership, pour entreprendre? Je réfléchis, c'est une bonne question. Mais je pense déjà il faut de la passion quelque part. Je pense il faut avoir envie parce que si on y va, si on va dans une voie en tout cas pour dire d'eux, pour développer quelque chose, c'est pas intéressant. Je pense qu'il faut être passionné. Je pense qu'il faut de la volonté et de la patience parce que c'est pas quelque chose qui se développe en 2 jours, comme je disais tantôt. Ça se construit petit à petit et donc il faut se donner les moyens. Et après, je pense que tout le monde, quel que soit son tempérament, quel que soit son caractère, peut entreprendre. Ah, je suis désolée. Ça, bon. Je pense que qui que ce soit peut. 2 petites minutes, hein, désolée. Voilà. Je pense que qui que ce soit à n'importe quel moment peut entreprendre, que ce soit quelqu'un, je sais pas moi, qui a un tempérament emporté, quelqu'un qui a un tempérament plus calme, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de créatif. Hein, je pense que tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut réaliser, donc il n'y a pas de profil type. Mais je dirais que oui, il faut se donner les moyens, il faut prendre le temps, il faut être patient, il faut pas lâcher, surtout il faut tenir bon, il faut y croire. Moi, j'y ai cru pendant pratiquement 25 ans. Depuis que je suis adolescente, je rêve de voyager, d'aller en Afrique, de faire de l'humanitaire. Et ben, c'est seulement 25 ans plus tard que je le réalise. Donc tout est faisable. Si jamais on s'accroche à ses rêves, si jamais on y croit, si on se donne les moyens, ben on peut le faire. Bien. C'est oui, c'est un peu près ça en général.
Vous faites donc partie du réseau Empower Women International. Vous en avez été lauréate et vous avez remporté le prix cette année. Quel écho ça a fait pour vous? Ben, ça a été compliqué. Il y a plusieurs choses. D'abord, beaucoup de fierté et oui, de satisfaction quelque part. Et ça m'a fait du bien de me sentir soutenue et reconnue, surtout la reconnaissance. J'ai un passé qui fait que j'ai pas toujours l'impression d'être entendue dans ce que je vis ou dans ce que je fais, d'être reconnue. Et donc ça, c'était quelque chose qui est venu vraiment me nourrir et qui m'a fait du bien. Après, au début, j'ai eu du mal à m'y faire en me disant, mais j'ai pas le sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel, quoi. Je veux dire, je suis une femme, j'ai travaillé, là j'ai eu des problèmes de santé, je me suis réorientée. Ben oui, j'ai eu l'occasion de partir en stage à l'étranger, je l'ai fait. Et donc, je voyais pas trop, un peu comme si j'étais illégitime, comme si jamais je méritais pas plus qu'une autre. Et donc, ça, c'était un peu compliqué pour moi, mais bon, voilà, après je le prends, quoi, je le reçois. Vous direz que la valorisation, c'est important Oui, pour chacun. ouais. C'est important. C'est là que ça vous a donné finalement peut-être une motivation en plus pour avancer dans vos projets futurs. Vous arrivez un peu plus armé que votre bagage, on va dire, pas votre bagage intellectuel, votre bagage au niveau professionnel, hein, on va parler dans ces termes. Mhm. Aujourd'hui, vous avez quand même une reconnaissance. Ça veut dire que c'est une reconnaissance parmi des hommes et des femmes Mhm. qui ne se constituent pas que de la société civile, mais par des personnes qui sont haut placées dans ce monde quand même. Et voilà, si le forum s'était bien passé, vous auriez quand même reçu le prix de la ministre des Sénégalais de l'extérieur. Donc voilà, ça vous auriez été reconnu. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. Et qu'est-ce que ça fait pour votre fille? Parce qu'une maman, ben voilà, c'est quand même l'exemple pour son enfant. Et comme vous dites que voilà, finalement, vous l'avez attirée dans votre entrepreneuriat, elle est attirée par ce que vous faites. Quel est son regard aujourd'hui pour, euh, pour ce que vous faites et pour le prix que vous avez reçu? Mais je pense quelque part, après, elle m'a toujours vue, parce que bon, même avant mes problèmes de santé, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui m'investissait dans les projets. J'ai tenu pendant 4 ans un centre culturel dans lequel j'organisais plein d'événements, plein de choses. L'idée, c'était vraiment de ne pas faire de sélection, donc d'avoir un espace d'expression qui était ouvert à tout le monde, quel que soit son niveau, quel que soit son talent, quel que soit l'art dans lequel il l'exerçait, et de pouvoir lui donner un espace où s'exprimer. Et donc, c'est vrai elle m'a toujours connue, mettre en place des projets, faire des choses. Donc, pour elle, quelque part, c'est un peu normal, quoi. Je veux dire, enfin, elle m'a toujours connue comme ça, même si ici, ben, je peux réaliser des choses plus précisément et aller plus loin que ce que j'ai fait. Après, elle était contente pour moi. Elle était contente pour moi que je reçoive ce projet. Donc, j'espère que pour elle, ça lui donne envie de réaliser des choses et d'avancer. En même temps, ici, en revenant du Sénégal, elle a commencé à contacter ses amis du quartier et ben, Ibou, donc l'animateur de la Maison des Jeunes dont je parlais tout à l'heure, pour leur proposer de faire un projet au Bureau international de la jeunesse, donc le BIGE, où ils donnent des subsides pour pouvoir faire des échanges avec des jeunes autour d'un projet. Et donc, elle voudrait bien réaliser un projet avec ses amis pour pouvoir partir au Sénégal, ben, justement échanger là-bas et peut-être les faire venir ici également. Et donc, l'idée, c'est, voilà, il y a le projet à construire et puis il y a aussi, les subsides ne vont pas prendre en charge tout le voyage. Et donc, ils veulent aussi ben, organiser, je sais pas moi, des soupers, des concerts, vendre des bics, des crêpes, enfin n'importe quoi, pour pouvoir récolter des fonds, pour faire descendre un maximum le coût, pour que ce soit accessible pour le plus de monde possible. Et donc, je me dis quelque part, ben, mon exemple aussi lui sert, puisqu'elle est déjà à 13 ans en train de mettre en place des projets, de construire des choses pour pouvoir réaliser, elle, ce qu'elle a envie de faire indépendamment de moi, puisqu'elle ne va pas le faire avec moi et je n'irai sans doute pas en même temps qu'elle à ce moment-là. Et donc voilà, c'est une grande fierté pour moi aussi de pouvoir lui transmettre ces choses-là. Alors, vous avez un message de Mohamed Beguil, si je ne me trompe pas, Oui, qui vous dit: Bonjour, chère Sophie, je t'invite à découvrir l'Algérie, logis nourri. Ça c'est vous sympa. tente? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ce que je disais, j'ai envie de découvrir le monde, donc
dirais l'Algérie, l'Asie, l'Amérique latine. Je suis moins chaude par l'Amérique, hein, les USA maintenant le moins, mais voilà, le reste du monde, plus ou moins, pourquoi pas, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Sophie, pourriez-vous me donner 5 noms de femmes qui vous inspirent? Des femmes que je connais dans la vie de tous les jours ou des Celles qui vous inspirent, personnalités. peu importe à quel niveau elles sont dans la société, les femmes qui vous inspirent. Ok. Moi, je vais déjà dire ma grand-mère, même si jamais elle a un très très sale caractère de maman italienne. C'est une femme qui est une force de la nature, qui a presque 90 ans, travaille encore dans son jardin, cultive encore, arrive encore à élaguer ses arbres parfois et qui a élevé et tenu tout d'une main de maître. Donc, quelque part, je crois qu'il y a une partie de ma force qui vient d'elle. Euh, J'aime Bel beaucoup. hommage. Pardon? Bel Oui, hommage. oui, oui, oui. Je dirais Antigone. C'est un personnage de la mythologie grecque. C'est la fille d'Oedipe, qui est aussi une jeune fille qui est morte pour ses idées parce que elle estimait, parce que ses deux frères s'étaient entretués et on avait décidé d'en enterrer un et l'autre pas et de laisser son âme errer dans les limbes. Et on ne savait même pas c'était lequel des deux puisqu'ils étaient méconnaissables. Et donc, par loyauté, parce qu'elle pensait que c'était pas juste, elle a été l'enterrer malgré tout et elle a fini par être emmurée vivante par son oncle, parce que lui ne pouvait pas faire la face puisqu'il était le roi. Donc c'est une femme aussi qui m'inspire beaucoup dans le fait de se battre pour ses idées et de ne pas lâcher quelles qu'en soient les conséquences. Euh, alors de qui d'autre est-ce que je parlerai? D'un professeur de français que j'ai eu il y a quelques années, Madame Annette Talbot, qui est une femme qui m'a énormément inspirée, énormément écoutée, qui était une femme d'une douceur magnifique, d'une écoute magnifique aussi, et qui en même temps était passionnée dans sa manière de transmettre ses savoirs à ses élèves. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'aime énormément. Qui d'autre est-ce que je pourrais parler? Il vous en reste 2. Oui, c'est compliqué. Hein. euh... Une femme qui m'inspire. Il y en a certainement plein encore. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. J.K. Rowling, je suis une grande passionnée de Harry Potter. Et cette femme, voilà, j'ai lu son histoire à elle. Et cette femme qui a rêvé un jour d'une histoire d'un jeune garçon, d'un jeune sorcier, avec tout un monde autour, qui a été dans la galère, qui a eu un enfant, qui a vécu aussi la violence, qui s'est retrouvé avec presque pas de moyens pour nourrir sa fille. Et qui un jour a pris le risque d'écrire un roman sans savoir si ça allait marcher. Et quelque part, ça ne lui permettait pas vraiment de travailler et qui voilà et qui a réussi dans la vie. C'est aussi pour moi un très bel exemple d'entrepreneuriat et de réussite d'une maman seule qui s'est battue pour elle et pour sa fille. Et puis quelque part, je rendrais hommage à la femme en général, à toutes les femmes, à toutes, quelles qu'elles soient, les mères, les amies, enfin voilà, toutes les femmes en général, parce que je pense que toutes les femmes ont le droit et le besoin d'être mises en avant et toutes ces femmes m'inspirent. La moindre petite force que je ressens chez une femme, la moindre douceur, la moindre. Enfin voilà, c'est inspirant. Voilà, voilà. Et voilà, j'ai coutume de dire que j'aime mettre le profil de toutes les femmes qui entreprennent, qui ont quelque chose à dire, qui font quelque chose en lumière parce que ça leur demande beaucoup de travail, de la constance, de la persévérance. Ce sont pour moi les traits de qualité qui vont vers la réussite et qui pourront au final les distinguer. Donc en tout cas, toutes mes félicitations pour votre initiative, votre contribution sociale, cette transition vers l'humanitaire au final. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire aux autres femmes? Parce que voilà, c'est vrai qu'au niveau de mes associations, je m'occupe des mamans isolées, donc vous rentrez vraiment dans le cadre des femmes que je soutiens, les femmes que je suis, et je suis toujours admirative d'entendre tous les parcours douloureux et cette force qu'ont les femmes de se relever, peu importe leur histoire, peu importe ce qu'elles ont. Donc aujourd'hui, quel message vous pourriez donner aux autres femmes qui ont envie d'entreprendre, aux autres femmes qui hésitent
pour de multiples raisons, que ce soit financière, que ce soit familiale, que ce soit culturelle. Quel est le message que vous aimeriez faire passer? Moi, j'ai envie de leur dire qu'on peut entreprendre à différents niveaux. On peut entreprendre au niveau personnel, on peut entreprendre au niveau professionnel, on peut entreprendre au niveau relationnel. Enfin, euh, voilà, chaque petite chose qu'on a envie de faire, à quelque niveau que ce soit, je sais pas moi, planter des choses dans son jardin, que ce soit donner un peu de temps pour du bénévolat, que ce soit reprendre des études, que ce soit changer de travail, que ce soit n'importe quoi. Je pense que il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en la vie. La vie, elle va toujours nous offrir, quand on prend des décisions, elle va toujours nous offrir sur notre chemin des choses dont on a besoin pour réussir et pour y arriver. Et puis, je pense qu'il faut oser. Il faut se lancer à un moment. Et je pense aussi que voilà, il faut construire. Vraiment, pour moi, le maître mot, c'est se donner les moyens et y croire et avoir confiance. Alors merci pour votre message. Merci finalement de vous être ouverte comme ça parce que c'est pas du tout quelque chose que vous faites facilement. À mon tour, je vais vous féliciter. À mon tour, vraiment, je vous célèbre, Sophie. À mon tour, je me dévoile en tant que la cousine que vous avez eue et avec qui finalement des années, il y a eu des années de distance, mais ça n'empêche pas que en étant loin, on peut regarder ce que les gens font. Je suis quelqu'un qui dit toujours qu'il faut toujours regarder derrière soi, mais derrière soi pour se souvenir d'où on vient, pour savoir là où on va. Et en regardant derrière moi, j'ai vu la petite fille avec qui je courais, la petite fille avec qui je faisais les 400 coups, qui est devenue une femme qui s'est très forte, très battante. J'en ai les larmes aux yeux quand même parce que c'est de l'émotion. Je suis très admirative de tout ce que tu as fait parce que tu es passé par des choses très très difficiles. J'ai passé moi-même de mon côté par des choses très difficiles, mais tu n'as jamais lâché. Tu n'as pas reçu un prix de complaisance parce que à un moment donné, on a vécu ensemble, on était dans la même famille. Tu as reçu un prix parce que tu es une femme forte, une femme déterminée, une femme qui se réalise, qui développe et qui emmène d'autres femmes vers, vers l'envie d'entreprendre. Et c'est ça que moi je fais, j'entreprends, alors que ce soit des femmes qui sont proches de moi, des femmes qui sont lointaines. Je travaille avec des femmes dans le monde entier, je regarde des profils dans le monde entier, je scrute. Là, j'observe pour la session 2021, mais j'ai vraiment été honorée de pouvoir présenter ton profil. J'ai été honorée que tu sois validée parce que voilà, on présente un profil, on parle de la femme, on ne parle pas des affinités qu'on peut avoir avec elle. Et je te félicite encore et je t'encourage à continuer dans ce sens, à ne pas laisser tomber, à réussir tes études parce que je sais que tu y arriveras et que tu iras très loin. Merci à toi d'avoir accepté de venir sur la tribune des femmes leaders et à très bientôt. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci. À De bientôt. rien. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune des femmes leaders. Donc voici encore une lauréate 2020, comme l'était Makemé la semaine passée. Nous ferons la connaissance de Madame Sandra la semaine prochaine, qui vous expliquera, je ne donne pas son nom de famille tout de suite, elle vous expliquera son parcours, qui est aussi un parcours incroyable, une femme aussi qui a une force incroyable. Et voilà, et chaque semaine, je vous présenterai des femmes qui ont le mérite d'avoir un profil en lumière parce qu'on montre toujours les mêmes, on montre toujours celles qui ont réussi, qui ont une certaine célébrité ou notoriété, mais il y a plein de femmes derrière qui travaillent, qui font des choses extraordinaires. Et ces femmes-là, moi, j'ai fait le choix de les mettre en lumière. Alors, on se retrouve mercredi prochain. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir à tous. Eh ben ouais.